Ah, mes amis, écoutez-moi bien, car l'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle des rois ou des batailles, mais celle d'une intelligence enfermée, d'une flamme qui refusa de s'éteindre dans l'ombre. Nous sommes en 1778, et le lieu est Lyon. Cette ville magnifique et froide, où la soie et l'argent coulent à flot, mais où la misère se cache derrière les façades les plus grandioses. Notre scène se passe dans l'hôtel particulier de M. Antoine de Valois, un négociant en soieries, dont la fortune était aussi éclatante que son arrogance. M. de Valois était un homme qui croyait que tout s'achetait, le luxe, le respect et même l'éducation. Sauf que l'éducation, mes amis, c'est une terre qu'il faut labourer soi-même. Et ça, ses 5 fils ne l'avaient jamais compris. Au cœur de cette maison de marbre et de velours vivait un homme que personne ne voyait vraiment, un homme nommé Émile. Émile était un esclave. Ramené des îles, sa peau sombre le marquait comme une impropriété, un meuble précieux mais sans âme, dont la seule fonction était de servir, d'obéir et surtout de se taire. Il était le domestique personnel de M. de Valois, l'ombre qui allumait les bougies, cirait les bottes et versait le vin. Imaginez un peu le quotidien d'Émile. Il se levait avant l'aube, quand le froid de Lyon mordait les os. Il travaillait sans relâche, jusqu'à ce que le dernier flambeau soit soufflé. Il n'avait pas le droit d'avoir de nom de famille, pas le droit de posséder quoi que ce soit, pas même le droit de croiser le regard de ses maîtres. La loi, à cette époque, était claire. Un homme de sa condition ne pouvait pas être un homme lettré. La connaissance, c'était la liberté, et la liberté était interdite. Mais Émile portait un secret lourd et brûlant qu'il gardait caché dans le creux de son cœur et sous les lattes branlantes de sa mansarde glacée. Émile savait lire, et pas seulement lire. Il avait été instruit dans sa jeunesse par un prêtre excentrique avant d'être arraché à sa terre. Il connaissait les philosophes grecs, il comprenait la géométrie et il dévorait, dès qu'il en avait l'occasion, les quelques pages volées ou cachées qui passaient entre ses mains. C'était un risque de mort. Si M. de Valois découvrait qu'Émile lisait, qu'il pensait, qu'il comprenait les idées des Lumières, il serait fouetté, vendu ou pire. Un esclave intelligent est un danger pour l'ordre établi. Émile passait ses journées à écouter, car quand on ne peut pas parler, on apprend à entendre. Il entendait les chuchotements des domestiques, les ordres secs des dames, et surtout les plaintes amères de son maître. Ah, les plaintes d'Antoine de Valois. Elles étaient le plat principal de la maison. Le maître avait 5 fils, comme je vous l'ai dit, 5 beaux jeunes hommes, élevés dans l'opulence, destinés à reprendre l'empire de la soie. Il y avait Auguste, l'aîné, vaniteux et passionné par les chevaux. Il y avait Félix, qui ne pensait qu'à boire et à parier. Il y avait les jumeaux, Louise et Charles, 2 têtes vides qui passaient leur temps à se moquer des autres. Et enfin, le petit dernier, Henri, qui était juste paresseux. M. de Valois avait payé des fortunes pour leur donner la meilleure éducation possible. Il avait engagé un précepteur, un certain maître Dubois, un homme qui avait l'air distingué, mais qui était, disons-le franchement, une catastrophe. Maître Dubois aimait le vin plus que les vers latins, et il passait ses leçons à dormir ou à raconter des anecdotes ennuyeuses sur sa jeunesse. Le résultat était que les 5 fils de Valois étaient aussi ignorants que des pierres. Ils pouvaient nommer toutes les coupes de vin, mais ils ne pouvaient pas placer Rome sur une carte. Un soir, la coupe de la frustration déborda. C'était un dîner important. Monsieur de Valois recevait le baron de Saint-Florent, un homme cultivé, un académicien. Le maître voulait montrer à son invité que sa lignée était non seulement riche, mais aussi éclairée. Émile était posté près de la cheminée, immobile comme une statue de bronze, son plateau en argent à la main. Il voyait tout. Le maître, fier comme un coq, lança la conversation vers la philosophie, un sujet qu'il ne maîtrisait pas du tout, mais qu'il pensait nécessaire pour la bienséance. « Mon cher baron, dit Valois en bombant le torse, mes fils sont d'une érudition remarquable. Auguste, mon aîné, racontez-nous donc ce que vous pensez de
L'équilibre des pouvoirs selon Montesquieu. Auguste, le grand dadais, qui était en train de lorgner la nouvelle servante, fut pris de court. Il toussa, rougit, et lâcha, la voix chevrotante, « Montesquieu, ah oui, le vigneron, il faisait de très bons vins rouges, père. » Le silence qui suivit fut plus froid que la glace de l'hiver. Le baron de Saint-Florent ne sourit pas. Il leva simplement un sourcil, poli, mais terriblement jugeur. Monsieur de Valois devint écarlate. Il donna un coup de pied discret à Auguste sous la table. « Non, mon fils, je parle de l'esprit des lois, » siffla le père. « Ah, les lois » s'exclama Félix, croyant sauver la situation. « Oui, père, comme la loi qui dit qu'on ne doit pas jouer aux cartes après minuit. » Le baron de Saint-Florent se tourna vers le maître et dit avec une douceur assassine. « Il semble, monsieur de Valois, que l'éducation de vos héritiers soit, comment dire, légèrement en retard. » Valois, humilié, devant l'élite de Lyon, tremblait de rage. Il renvoya les fils à leur chambre d'un geste brusque et passa le reste de la soirée à boire du cognac pour oublier l'affront. Émile, qui avait servi le cognac, se retira dans la cuisine. Là, il n'était plus Émile l'esclave, mais Émile l'observateur. Il sentait la colère du maître, mais il comprenait surtout la cause profonde, l'échec du précepteur. Maître Dubois était payé une fortune pour ne rien faire. Et Valois, par fierté, ne pouvait pas admettre qu'il avait mal choisi l'homme chargé de forger son héritage. Quelques jours plus tard, la routine reprit, mais l'atmosphère était lourde. Monsieur de Valois convoqua Maître Dubois dans son bureau, un endroit sombre et rempli de livres non lus. Émile était là, comme toujours, pour s'assurer que le feu ne s'éteigne pas. « Dubois !» tonna Valois, sa voix pleine de menaces. « Mes fils sont des idiots, ils ne savent rien. J'ai honte devant mes pères. Qu'avez-vous fait de tout cet argent que je vous donne ?» Maître Dubois, lâche et tremblant, se confondit en excuses. « Ah, monsieur de Valois, la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont dissipés, ils sont rebelles. Ce n'est pas ma faute si Auguste ne veut pas lire Platon. »« Je me moque de qui est fautif, » coupa Valois. « Je veux des résultats. Je veux que mes fils soient capables de tenir une conversation sensée sur la politique, l'histoire, les affaires. S'ils ne le sont pas d'ici la fin de l'année, je vous mets à la porte et je vous jure que vous ne trouverez plus jamais de travail à Lyon. » Dubois, terrorisé par la perspective de la misère, promit de redoubler d'efforts. Mais Émile savait que Dubois ne ferait rien. Il n'en était pas capable. C'est à ce moment précis, en regardant le feu dans la cheminée, qu'Émile comprit l'opportunité. Il y avait un vide béant dans cette maison, un besoin urgent de connaissance, et personne d'autre que lui ne pouvait le combler. Le risque était immense, je vous le dis. Émile allait devoir naviguer entre la fierté aveugle du maître, l'incompétence du précepteur et la paresse des 5 fils. Il devait enseigner la lumière sans jamais révéler qu'il la possédait. Il devait devenir un fantôme de l'éducation. Comment un esclave, interdit de parole et de lecture, pouvait-il enseigner les maîtres de demain, et cela sans jamais être découvert? La réponse, Émile commença à la dessiner dans son esprit, était dans les détails, dans les marges, dans les moments où personne ne regardait vraiment. Il fallait une méthode indirecte, subtile, presque magique. Il fallait transformer les tâches quotidiennes du service en leçons cachées. Le premier obstacle, c'était les 5 fils eux-mêmes. Ils méprisaient Émile, le traitaient comme de la poussière. S'il tentait de leur parler de Platon, il le ferait fouetter pour insolence. Non, il ne pouvait pas leur dire ce qu'ils savaient. Il devait les amener à découvrir ce qu'ils savaient, sans jamais se douter que la source venait de lui. Émile commença par observer les habitudes des fils. Il savait que l'éducation formelle du matin avec Dubois était inutile. L'après-midi, ils étaient livrés à eux-mêmes, souvent dans la bibliothèque, non pas pour lire, mais pour jouer aux dés ou se cacher pour fumer. L'idée germa dans la tête d'Émile, une idée si folle qu'elle lui donna des sueurs froides. Il allait utiliser le seul outil qu'on lui donnait,
le service. Le lendemain, Émile se mit à l'œuvre. Sa première cible fut Auguste, l'aîné, celui qui devait hériter de tout, mais qui ne pensait qu'à ses chevaux. Auguste avait un cheval nommé Pégase. Émile attendait l'heure où il était chargé de préparer les vêtements d'équitation d'Auguste. Tandis qu'il brossait la veste de velours, Émile laissa négligemment sur la table de nuit un petit morceau de papier. Ce n'était pas un livre entier, juste une petite feuille découpée avec soin. Sur cette feuille, Émile avait écrit, d'une écriture élégante et minuscule, une simple phrase, encadrée par un dessin très sommaire d'un cheval ailé. Pégase, le cheval des muses, n'est pas seulement rapide, il porte l'inspiration. Émile savait qu'Auguste ne lirait jamais un traité de mythologie. Mais un mot sur son cheval préféré? Peut-être. Il plaça le papier de manière à ce qu'Auguste ne puisse pas ne pas le voir. Puis, Émile sortit de la chambre, le cœur battant à tout rompre. Il avait franchi la ligne. Il venait d'écrire dans la maison du maître. C'était un acte de rébellion silencieuse. Quelques minutes plus tard, il entendit Auguste crier, non pas de colère, mais d'étonnement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pégase, les muses! Émile se tint prêt à courir s'il était appelé. Mais Auguste ne l'appela pas. Il appela Félix. « Félix, viens voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cheval des muses? Est-ce que c'est une nouvelle race ?» Félix, bien sûr, n'en savait rien. Le plan d'Émile, c'était de créer une petite énigme par jour, une petite piqûre de curiosité qui les obligerait à chercher la réponse, même s'ils n'aimaient pas étudier. Il ne leur donnait pas la leçon, il leur donnait la faim d'apprendre. Le lendemain, c'était au tour de Félix, l'amateur de jeux d'argent. Émile était chargé de nettoyer le salon où les frères jouaient souvent aux dés. Il laissa un autre petit papier près de la pile de jetons. Cette fois, l'énigme concernait les probabilités, mais Émile la formula comme un conseil superstitieux. « Le hasard est aveugle, dit Démocrite, mais si tu comptes les faces, tu connais l'âme du dé. » Félix, qui perdait souvent, ramassa le papier avec intérêt. Il ne comprenait pas le mot « Démocrite », mais il comprenait l'idée de compter les faces. Il passa l'après-midi à essayer de trouver une formule magique pour gagner. Émile avait réussi son deuxième coup. Il avait injecté une notion de mathématiques et de philosophie grecque dans le quotidien des fils, sous le déguisement d'une superstition de joueur. Le plus difficile, c'était de s'assurer que Maître Dubois ne tombe pas sur ses petits papiers, car si Dubois voyait cela, il le prendrait pour une insulte à son autorité et, pour se protéger, accuserait Émile. Émile devait être à la fois le professeur et le nettoyeur de preuves. Ses leçons devaient être éphémères, lues, puis disparaître. La troisième cible fut Charles, un des jumeaux, qui était obsédé par les belles lettres, non pas pour la poésie, mais pour écrire des billets doux aux jeunes filles. Émile, en rangeant le bureau de Charles, laissa un message écrit sur un papier de qualité, imitant l'écriture d'une femme. Mon amour, ton cœur est un continent que je désire explorer. Mais je crains que tu ne connaisses pas les routes. Cherche la carte de Ptolémée. C'était une leçon de géographie, déguisée en billet d'amour. Charles, pensant qu'une admiratrice secrète lui avait envoyé un message codé, passa la journée à la bibliothèque, une première, demandant au bibliothécaire, sous le sceau du secret, ce qu'était cette carte de Ptolémée. Le bibliothécaire, un homme vieux et sourcilleux, fut stupéfait de voir Charles de Valois s'intéresser à la science antique. Il lui donna un vieux volume. Charles, déçu de ne pas y trouver une déclaration d'amour, se mit tout de même à regarder les dessins des continents, cherchant désespérément un indice. Émile, depuis le couloir, entendait le murmure du bibliothécaire expliquant la longitude et la latitude. La leçon avait porté ses fruits. Mais le plus grand danger restait Monsieur de Valois. Il était trop occupé par ses affaires pour remarquer les petits changements d'humeur de ses fils, mais il était prêt à exploser à la moindre preuve de désordre dans sa maison. Émile devait s'assurer que ces petites leçons secrètes ne soient jamais vues comme des actes d'un esclave,
mais comme des coïncidences, des mystères, des accidents. Il fallait que le maître croie que ses fils... Enfin, tu commençait à s'intéresser aux choses sérieuses. La semaine suivante, Maître Dubois, le précepteur, donna sa leçon hebdomadaire de rhétorique. Comme d'habitude, il était à moitié endormi. Il demanda à Auguste de faire un discours sur la supériorité de l'homme sur la nature. Auguste se leva et tout le monde s'attendait à un nouveau désastre. Mais cette fois, Auguste, au lieu de parler de chevaux, s'éclaircit la gorge et, à la surprise générale, commença à parler de Pégase et des muses. « La nature, déclara Auguste avec une assurance nouvelle, nous donne des chevaux, oui, mais les muses nous donnent Pégase, le cheval qui vole. L'homme n'est supérieur que par son imagination, qui nous permet de voler plus haut que la réalité physique. » Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était cohérent. C'était même, pour Auguste, une prestation brillante. Maître Dubois ouvrit un œil, stupéfait. « Très bien, Auguste. Où avez-vous appris cela ?» demanda Dubois, se redressant sur sa chaise. Auguste, ne voulant pas avouer qu'il avait trouvé une note sur son cheval, répondit simplement. « C'est venu à moi, maître. J'y ai réfléchi en me promenant. » Dubois, soulagé d'avoir enfin un semblant de succès, se félicita immédiatement d'avoir inspiré l'élève. Émile, qui apportait le plateau de biscuits, vit l'échange. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres. Le plan fonctionnait. L'élève apprenait et le précepteur prenait le crédit. La couverture était non parfaite, mais Émile savait que ce n'était que le début. Enseigner un seul fait par jour n'était pas suffisant pour sauver l'héritage de Valois. Il devait construire un système complet, une université invisible, tissée dans la trame de la vie quotidienne de la maison, sans jamais laisser de traces. Et il restait le 5e fils, Henri, le plus paresseux de tous, celui qui ne s'intéressait à rien d'autre qu'à la nourriture. Émile savait qu'il faudrait une approche très spéciale pour lui. Il fallait lier l'apprentissage à l'estomac. La tâche était monumentale. Émile n'avait pas le droit à l'erreur. Chaque matin, en cirant les bottes du maître, il se rappelait que s'il était découvert, la punition serait exemplaire. Mais chaque soir, en entendant les frères discuter timidement d'un mot nouveau ou d'une idée étrange, Émile sentait la chaleur de la connaissance se répandre dans les murs froids de cette maison. C'était sa vengeance silencieuse, sa liberté secrète. Il était l'esclave, qui tenait la clé de l'esprit de ses maîtres. La suite de cette aventure, mes amis, nous la découvrirons bientôt, car le véritable jeu du chat et de la souris ne faisait que commencer. Ah, mes amis, nous avions laissé Émile au moment où il venait de réussir sa première manœuvre, cette petite victoire discrète qui lui avait permis d'injecter un peu de mythe et de logique dans l'esprit endormi de 3 des fils de Valois. Mais il restait encore du chemin, car la paresse est une maladie tenace, surtout quand elle est nourrie par l'argent. Il fallait maintenant s'attaquer aux 2 derniers, les plus récalcitrants, Louis et Henri. Louis, le jumeau restant, était un homme superficiel. Sa seule préoccupation était de briller en société, de porter la bonne cravate, de connaître le dernier potin. Il méprisait les livres, qu'il considérait comme des objets poussiéreux, bons pour les vieillards. Émile savait qu'il ne pouvait pas lui parler de Platon. Il devait lui parler de l'apparence, de ce qui fait la différence entre un homme distingué et un simple parvenu. Un matin, Émile était chargé de la garde-robe de Louis. Il s'occupait de l'immense collection de cravates et de jabots, de la soie la plus fine, celle qui faisait la réputation de la maison Valois. En rangeant une boîte de mouchoirs brodés, Émile laissa glisser comme par accident une petite carte. Sur cette carte, il n'y avait pas de formule mathématique, mais une simple note historique, écrite avec une encre d'une couleur inhabituelle. Il avait utilisé un peu de jus de mûre pour la rendre intrigante. La cravate que tu portes, Louis, n'est pas un simple nœud. Elle fut inventée par les guerriers croates. Même l'élégance la plus délicate a une origine dans la force. Louis, en découvrant la carte, fut d'abord agacé, mais le mot croate et guerrier éveilla sa curiosité.
Il aimait l'idée que son accessoire de mode préféré ait une origine virile et exotique. Il ne voulait pas être juste un dandy, il voulait être un dandy informé. Il se rendit aussitôt auprès de son frère Charles, qui avait déjà pris goût à la recherche grâce à la carte de Ptolémée. « Dis-moi, Charles, ces Croates, tu les as vus sur ta carte? Est-ce qu'ils sont de bonne lignée ?» Charles, qui était en train de relire quelques notes sur la géographie, haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais demande au bibliothécaire. Il a des livres sur l'histoire militaire. » Et voilà, mes amis. Louis le vaniteux était lancé dans l'étude de l'histoire militaire et de l'étymologie, non pas pour l'amour de la connaissance, mais pour avoir une anecdote brillante à raconter au prochain bal, pour impressionner une jeune dame en lui parlant de l'origine guerrière de son foulard. Émile avait transformé la vanité en un moteur d'apprentissage, mais le plus grand défi restait Henri. Henri était une masse de paresse et d'appétit. Il pouvait passer des heures à rêvasser, mais il se réveillait immédiatement au son de la cloche du dîner. Pour lui, le monde se résumait aux 5 repas quotidiens et aux douceurs qu'il pouvait subtiliser dans la cuisine. Émile, qui était souvent en cuisine pour superviser le service du maître, avait une connaissance intime des habitudes d'Henri. Il savait où Henri cachait son cognac de contrebande et où il cherchait les restes de gâteau. L'approche d'Émile pour Henri ne pouvait pas être un mot sur un cheval ou une anecdote historique. Elle devait être comestible, ou du moins liée à la gastronomie. Un jour, le cuisinier préparait une sauce complexe, très prisée par Monsieur de Valois, nécessitant des épices rares et chères, la muscade et le clou de girofle. Henri, attiré par l'odeur, traînait dans l'office, espérant voler un morceau de pain. Émile, faisant semblant d'organiser les bocaux, laissa un petit sachet de cannelle, étiqueté d'une manière étrange, sur le bord de la table. Sur l'étiquette, Émile avait dessiné un petit navire et une carte schématique. Le texte était simple, mais puissant. Ce petit grain de cannelle vaut son poids en or. Il a traversé 3 océans et coûté la vie à 100 hommes. La faim est le moteur du commerce. Cherche les îles aux épices. Henri prit le sachet. Il renifla la cannelle, puis lut le message. Son cerveau, habituellement engourdi, commença à faire des connexions inhabituelles. 100 hommes pour un grain de cannelle. Il ne s'agissait plus seulement de nourriture, mais d'aventure et de richesse. S'il comprenait comment ces épices arrivaient à Lyon, il pourrait peut-être lui aussi en tirer profit un jour. Le lendemain, Henri ne passa pas son après-midi à dormir. Il alla voir le commis aux achats de la maison, l'interrogeant sur les prix des épices, les routes commerciales et la raison pour laquelle le poivre était si cher l'hiver. Émile avait réussi. Il avait lié la gourmandise d'Henri à l'économie et à la géographie mondiale. Maintenant, les 5 frères étaient, d'une manière ou d'une autre, engagés dans la quête du savoir. Ils ne lisaient pas encore des traités philosophiques, mais ils cherchaient des réponses. Et c'était tout ce qui comptait pour Émile. Le véritable danger, mes amis, n'était pas que les fils apprennent, mais que leur apprentissage devienne trop visible, trop rapide. Il fallait que la transformation ait l'air naturelle. Émile décida d'élever le niveau de son université invisible. Il ne suffisait plus de donner des indices isolés. Il fallait que les fils commencent à parler entre eux, à confronter leurs découvertes. Ils devaient transformer leur paresse individuelle en une curiosité collective. Il introduisit la méthode de la leçon thématique cachée. Pendant 1 semaine entière, le thème fut « L'autorité et la justice ». Pour Auguste, le chevalier, Émile laissa une note sur l'histoire des lois romaines, expliquant que le pouvoir venait du peuple, pas seulement de la force militaire. Pour Félix, le joueur, la note concernait la justice distributive et les règles équitables d'un jeu honnête. Pour Charles, le géographe, c'était une explication de la manière dont les cartes définissent les frontières et les lois territoriales. Pour Louis, le mondain,
La leçon portait sur l'étiquette de la cour et le pouvoir du langage pour maintenir l'ordre social. Et pour Henri, le glouton, la note était un petit conte sur un roi qui gérait mal ses greniers, provoquant la famine et la révolution. Le résultat fut spectaculaire. Les fils, qui n'avaient jamais eu de conversation sérieuse qui ne tourne pas autour de l'argent ou des femmes, commencèrent à se disputer. Mais cette fois, ils se disputaient avec des arguments. Un soir, à table, pendant que Maître Dubois s'empiffrait en silence, Auguste et Félix se lancèrent dans une discussion animée. « Père, lança Auguste, est-ce que vous croyez que le pouvoir du roi est absolu? Parce que j'ai lu, enfin, j'ai entendu dire que même les Romains avaient des sénats pour contrôler l'empereur. » Félix intervint, le visage rouge, « Mais si les lois sont claires, l'autorité est absolue. Si on ne respecte pas les règles du jeu, tout s'écroule. » Henri, à la surprise générale, ajouta « Oui, mais quelle est l'utilité de l'autorité si le peuple n'est pas nourri? L'ordre, c'est d'abord la capacité de faire venir les marchandises des ports. » Monsieur de Valois, qui était en train de siroter son vin, faillit s'étouffer. Il regarda ses fils, l'air hagard. Était-ce une blague? Était-il malade? Maître Dubois, lui, était pétrifié. Il n'avait pas prononcé un mot sur les lois romaines depuis 10 ans. Il ne comprenait absolument pas d'où venaient ces idées. Valois se tourna vers Dubois, ses yeux brillants d'une fierté nouvelle et terrible. « Dubois, tonna-t-il, mais c'est remarquable. Vos méthodes portent enfin leurs fruits. Je vois que vous les avez mis sur la voie de la philosophie politique. » Dubois, qui tremblait de peur à l'idée d'être démasqué, réussit à articuler un mensonge avec difficulté. « Ah oui, monsieur de Valois, je leur ai donné quelques exercices de pensée critique. J'ai laissé des indices pour qu'ils découvrent par eux-mêmes. La méthode socratique, vous savez. » Valois tapa du poing sur la table, un rare sourire sur les lèvres. « La méthode socratique, magnifique, Dubois. Continuez ainsi. Je ne regrette pas l'argent investi. Mes fils ont de l'esprit après tout. » Émile, posté, près de la fenêtre, recueillant les plats, écoutait tout. La boucle était bouclée. Le maître était satisfait, le précepteur était crédité et les fils étaient en train d'apprendre. Mais cette conversation, mes amis, augmenta aussi le risque pour Émile. Maintenant que Valois voyait des résultats, il allait en demander plus. Il allait mettre la pression sur Dubois, et Dubois, incapable de fournir lui-même le contenu, deviendrait de plus en plus nerveux et suspicieux. Émile devait être encore plus prudent dans la dissimulation de ses traces. Il devait s'assurer que les notes disparaissent toujours, avant que Maître Dubois ne mette le pied dans les chambres des jeunes hommes. C'est là qu'intervint la complication. Un après-midi, alors qu'Émile préparait une nouvelle leçon sur l'astronomie, il voulait utiliser le ciel étoilé pour enseigner la géométrie aux frères, il fut interrompu. Il était dans la bibliothèque, un lieu qu'il fréquentait le moins possible, mais où il devait parfois épousseter les étagères. Il venait de glisser un petit dessin d'une sphère armillaire dans un volume de poésie que Charles aimait feuilleter. Soudain, la porte s'ouvrit. Ce n'était pas un des fils, ni Dubois. C'était Monsieur de Valois lui-même. Valois était venu chercher un document commercial qu'il avait égaré. Il ne regardait jamais Émile, il regardait au-dessus d'Émile. « Esclave, » lança Valois d'une voix sèche, sans même le regarder. « As-tu vu le grand livre de contes avec une couverture rouge? Je l'ai laissé ici hier. » Émile s'inclina profondément sans prononcer un mot. Il savait où était le livre, mais il ne pouvait pas parler sans permission expresse. Il pointa du doigt, timidement, une étagère basse. Valois suivit le geste, s'approcha et attrapa le livre. Alors qu'il se retournait, son regard tomba sur la table de travail, là où Émile avait laissé, juste une seconde trop tard, le volume de poésie ouvert. Et Valois vit le dessin. Le dessin d'Émile était précis, presque scientifique, la sphère armillaire représentant les cieux. Valois fronça les sourcils. Il s'approcha du livre, le prit et regarda le dessin.
Son expression passa de l'agacement à la perplexité. « Qu'est-ce que c'est que cette machine ?» demanda Valois. Émile sentit son cœur se glacer. C'était la fin. Si Valois réalisait que cet objet de science complexe était dans la maison et qu'il n'avait pas été mis là par Dubois, il chercherait le coupable. Valois se tourna vers Émile et pour la première fois le regarda vraiment, non pas comme un meuble, mais comme un témoin potentiel. Émile, dans une fraction de seconde, devait trouver une explication qui désamorce la situation sans mentir sur l'objet. Il s'inclina à nouveau et, utilisant la seule excuse que le maître pouvait tolérer de la part d'un esclave, il murmura, la voix basse et tremblante, « C'est un jouet, monsieur, pour les jeunes maîtres. » Un jouet? Valois prit le livre. Un jouet. De géométrie? Mais qui l'a dessiné? Émile répondit, tout en baissant les yeux, comme un homme qui avoue une faute insignifiante, « C'est maître Charles. Il dessine souvent quand il est distrait. » Valois regarda le dessin, puis le livre. Il savait que Charles était intéressé par la géographie. Un dessin technique, même s'il semblait trop soigné pour son fils, pouvait s'expliquer par le fait que Charles essayait de reproduire une illustration vue ailleurs. La fierté du maître fit le reste du travail. Valois ne pouvait pas concevoir qu'un esclave puisse dessiner cela. Il préféra croire que son fils, le futur héritier, avait un talent caché pour l'astronomie. « Ah, Charles !» ricana Valois, un peu de dédain, mais aussi un peu d'admiration dans la voix. Toujours à rêvasser, il devrait laisser ses amusements pour les heures de loisirs. Il reposa le livre, sans même effacer le dessin. Émile avait échappé au danger, mais il avait appris une leçon cruciale. Il ne devait plus jamais laisser de traces visuelles complexes. Les mots étaient plus faciles à dissimuler que les dessins. Le jeu de l'enseignement devint alors plus sophistiqué. Émile commença à utiliser les objets de la maison comme support de cours. Quand il servait le vin, il parlait, sans parler bien sûr, de la chimie des fermentations. Quand il allumait le feu, il laissait une note sur la propriété de la combustion et la physique de la chaleur. Il utilisait même les repas pour leur enseigner le latin. Les frères, comme tous les jeunes gens de leur époque, avaient reçu une éducation rudimentaire en latin, mais ils ne s'en souvenaient de rien. Émile commença à glisser des petits mots latins sur le menu, juste à côté du nom français du plat. Par exemple, à côté de pain, il écrivait panis. À côté de vin, il écrivait vinum. Henri, l'affamé, fut le premier à mémoriser ces mots, car il les associait directement à ce qu'il était sur le point de manger. Bientôt, les autres frères firent de même, par mimétisme. C'était un jeu de mémoire, une sorte de code secret entre eux, sans se douter qu'ils étaient en train de réapprendre les bases d'une langue morte. La transformation des 5 fils, mes amis, n'était pas seulement intellectuelle, elle était comportementale. Ils passaient moins de temps à se moquer des domestiques et plus de temps à se poser des questions. La curiosité avait remplacé l'ennui. Le sommet de cette première phase d'enseignement secret arriva quelques semaines plus tard, lors d'une nouvelle leçon de maître Dubois. Dubois, sentant la pression de Valois, avait décidé de faire un effort et de parler de l'Antiquité. Il demanda aux frères de lui donner le nom d'un grand penseur grec. Auguste, sans hésiter, répondit « Démocrite ». Il se souvenait de la note sur les dés et le hasard. Dubois, content, demanda « Et que disait Démocrite ?» Auguste hésita, il ne se souvenait que du début de la phrase. C'est alors que Félix, le joueur, intervint. Il disait que le hasard est aveugle, maître, que tout est fait d'atomes et de vide, et que même le jet d'un dé est régi par des lois. Dubois écarquilla les yeux. Il n'avait jamais enseigné le concept d'atome de sa vie. « Et vous, Louis ?» demanda Dubois, espérant trouver un terrain plus sûr. « Parlez-nous d'un grand homme de loi. » Louis, qui avait étudié les Croates, répondit « Je ne sais pas pour la loi, maître, mais les grands hommes sont ceux qui comprennent que l'ordre vient de la discipline et de l'étiquette. Il y a plus de pouvoir dans un code de conduite que dans une épée. » La leçon se transforma en un festival de réponses inattendues.
Les fils, sans jamais se référer à une source écrite, débitaient des bribes de connaissances précises et variées. Dubois, complètement dépassé, mais terrifié à l'idée de perdre son salaire, conclut la leçon avec une pompe excessive. « Magnifique, mes jeunes amis. Vous avez atteint un niveau d'intuition intellectuelle que je n'avais jamais vu. Votre père sera ravi. » Émile, qui rangeait les chaises, observa la scène. Le plan était un succès retentissant. Mais il y avait un problème. Un problème qui allait bientôt mettre en péril toute l'opération. L'un des 5 fils, le plus intelligent et le plus observateur, commençait à se poser des questions. Il ne se demandait pas ce qu'il apprenait, mais comment il l'apprenait. Ce fils, c'était Charles. Charles, l'amateur de cartes et de billets doux, avait remarqué une chose étrange. Tous les indices, toutes les notes, tous les petits jeux de mots étaient toujours là quand Émile venait de passer, et disparaissaient quand Maître Dubois était là. Il avait aussi remarqué l'écriture. L'écriture sur les notes, bien que parfois déguisée, était d'une élégance et d'une précision qu'il n'avait jamais vue chez Dubois, dont l'écriture était celle d'un ivrogne pressé. Charles commença à surveiller Émile. Le jeu de l'esclave professeur était sur le point de passer d'un jeu d'énigmes à une partie de surveillance tendue. Car si Charles découvrait la vérité, il détenait le secret le plus dangereux de la maison Valois. Émile était sur le point d'être découvert par celui qu'il essayait d'éduquer. Le destin d'Émile, et peut-être celui des fils de Valois, reposait désormais sur la discrétion d'un seul homme et la curiosité d'un seul garçon. Et, croyez-moi, mes amis, la curiosité dans cette maison était une poudre explosive. Ah, mes amis, la tension montait dans cette maison Valois comme la fumée dans une cheminée mal tirée. Émile avait réussi l'impossible, transformer 5 fainéants en 5 jeunes hommes curieux. Mais la curiosité, c'est une épée à double tranchant. Et le plus fin des 5, Charles, commençait à sentir que l'épée ne venait pas de Maître Dubois, mais de quelqu'un de beaucoup plus discret. Charles était un garçon doué d'une patience froide. Il ne se contentait pas des apparences. Il avait remarqué l'élégance de l'écriture, le choix des mots, la façon dont les notes apparaissaient et disparaissaient. C'était trop bien orchestré pour être le fruit du hasard ou d'un exercice socratique du paresseux Dubois. Charles décida de mener sa propre enquête. Il ne voulait pas dénoncer un complot, non. Il voulait découvrir la source de cette connaissance qui lui donnait enfin un avantage sur ses frères et sur la société. Il voulait posséder ce secret. Il commença par de petites expériences. Un matin, il laissa ostensiblement un livre de poésie italienne, jamais ouvert, sur sa table de chevet. Il savait qu'Émile venait toujours faire le lit et ranger la pièce pendant qu'il déjeunait. Dans le livre, il glissa une feuille blanche, vierge. Quand il revint, la feuille était toujours là, mais elle avait été déplacée de quelques millimètres. Et, à côté de sa tasse de chocolat, posée sur le plateau de service, il y avait un petit poème, écrit sur un bord de serviette, parlant de la beauté éphémère de la langue latine par rapport au dialecte moderne. C'était une incitation subtile à s'intéresser à la grammaire. Le message était clair. Quelqu'un lisait ses pensées et utilisait son environnement pour l'éduquer. Et la seule personne qui touchait tous ces objets, tous les jours, c'était Émile. Charles commença à observer l'esclave. Il le voyait dans les couloirs, toujours silencieux, toujours les yeux baissés. Il portait les bottes, les plats, les bougies. Un homme sans pensée, sans voix. Comment cet homme pouvait-il être le puits de science qui nourrissait la maison Valois? L'idée était absurde, offensante même pour sa propre fierté. Et pourtant, la tension monta d'un cran quand Émile dut s'adapter à cette surveillance. Il sentait le regard de Charles sur sa nuque, un poids lourd qui n'était pas celui de la haine, mais celui de l'interrogation. Émile comprit qu'il ne pouvait plus se permettre de laisser des traces écrites. Charles était trop méticuleux. Il fallait passer à
la méthode orale, la plus dangereuse de toutes. Il allait utiliser le bruit, l'écho, le murmure pour semer les graines de la connaissance. Ce fut l'ère des échos de la bibliothèque. Imaginez la scène. Charles est assis dans le grand salon, faisant semblant de lire, mais en réalité, il écoute. Émile entre pour allumer les lampes. Il est seul, croit-il. Alors qu'il s'agenouille près de la table et allume la mèche, Émile laisse échapper, à peine audible, comme un soupir ou une pensée, vagabonde, une phrase latine. Alea jacta est, le sort en est jeté. Il se relève, prend la lampe et sort. Il n'a pas regardé Charles. Il n'a pas parlé à Charles. Il a juste laissé le mot flotter dans l'air. Charles sursaute. Il ne comprend pas la phrase, mais il sent l'intention. Il court aussitôt dans la bibliothèque, cherchant des livres sur Rome, sur César. Il trouve la traduction et l'histoire derrière le mot. C'est une leçon sur la prise de décision, sur le point de non-retour. Le lendemain, c'est au tour d'Auguste. Émile est dans l'écurie, brossant le harnais du cheval préféré d'Auguste. Auguste est là, parlant de la difficulté de gérer les ouvriers de la soierie de son père. Émile, en brossant, murmure, comme s'il parlait au cuir. Le grand Alexandre n'a jamais conquis l'Asie par la peur, mais par la loyauté de ses hommes. Auguste s'arrête net. Il se tourne vers Émile, qui continue de brosser impassible. « Qu'as-tu dit, esclave ?» demande Auguste, la voix dure. Émile s'arrête, s'incline, et répond avec la plus grande humilité. « Rien, maître Auguste, j'ai pensé à la qualité du cuir, qui doit être fidèle à celui qui le monte. » Auguste se moque de la réponse, mais le mot « Alexandre » est planté. Il passe la soirée à demander aux vieux bibliothécaires des histoires de conquérants, cherchant comment obtenir la loyauté de ses futurs ouvriers. Émile jouait sur un fil. Il utilisait le déni absolu. S'il était accusé, il dirait qu'il était fou, qu'il parlait aux objets, qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, ou qu'il répétait des phrases entendues dans la maison. Un esclave ne pouvait pas avoir l'intention d'enseigner. Mais Charles n'était pas dupe. Il savait que ses échos étaient trop précis, trop bien ciblés. Un soir, la confrontation devint inévitable. C'était après minuit. La maison était plongée dans le silence froid de Lyon. Monsieur de Valois et les autres frères dormaient. Charles, cependant, était resté éveillé. Il avait vu Émile se diriger vers la bibliothèque, une petite lanterne à la main. Émile n'allait pas lire. Il allait vérifier les livres, s'assurer qu'aucune de ses anciennes notes n'avait été oubliée, et peut-être glisser un nouvel indice, une question rhétorique pour les frères. Émile entra dans la vaste pièce, l'odeur du papier ancien et de la cire froide l'accueillant. Il posa sa lanterne. Il s'approcha d'une étagère contenant des ouvrages sur la morale et la philosophie. Il ne voyait personne. « Je me demande, » murmura-t-il à voix basse, testant l'air, « si un homme né libre qui choisit l'ignorance est moins esclave que celui qui est né enchaîné, mais choisit la connaissance. » C'était une question philosophique profonde, un test pour lui-même, un moment où il pouvait laisser sa propre âme respirer. C'est une question bien formulée, Émile. La voix résonna dans le silence. Elle était calme, posée, mais elle frappa Émile comme un fouet. Émile se pétrifia. Il se retourna lentement. Charles était assis dans le fauteuil du père, dans l'ombre, à peine visible. Il n'avait pas l'air en colère, mais terriblement sérieux. Il le regardait, non pas avec le mépris du maître, mais avec l'intensité de l'élève qui a trouvé son vrai professeur. Émile s'inclina immédiatement, le corps tremblant, reprenant son rôle de meuble. « Maître Charles, pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez encore là. » Sa voix était à peine un murmure, celle d'un homme pris en un flagrant délit de pensée. « Je sais, » répondit Charles, se levant et s'avançant dans la lumière de la lanterne. « Et je vous ai entendu. Ce n'était pas un écho de la bibliothèque, Émile. C'était votre propre pensée. » Émile garda la tête baissée, le silence étant sa seule défense. Avouer, c'était la mort, ou pire.
Ne jouez pas l'ignorant avec moi, Émile, insista Charles, sa voix étant un mélange étrange d'autorité et de supplique. J'ai vu les notes, j'ai entendu les murmures, j'ai suivi les indices. Vous êtes l'homme qui nous enseigne. Charles fit un pas de plus. Maître Dubois n'a jamais parlé des atomes. Il ne sait rien des lois romaines. Il ne comprend pas la différence entre un Croate et un Allemand. Mais nous le savons. Et nous le savons grâce à vous. Émile se redressa légèrement, juste assez pour croiser le regard de Charles pendant une fraction de seconde, puis le baissa à nouveau. Maître Charles, je suis un esclave. Je ne sais rien. J'ai peut-être répété des paroles entendues dans les cuisines, ou peut-être que je suis en train de devenir fou à force de solitude. Charles soupira, exaspéré. Assez de cette comédie. Si vous êtes fou, alors la folie est une science que je veux apprendre. Il fit une pause. Il regarda Émile, cet homme qui, bien que portant la livrée de la servitude, rayonnait d'une intelligence qu'il n'avait jamais vue chez son père ou son précepteur. « J'ai une question pour vous, Émile, » dit Charles, changeant de « ou tactique. Une question que Maître Dubois ne pourrait jamais répondre. Si la connaissance est la liberté, comme vous semblez le suggérer, pourquoi vous, qui possédez la connaissance, restez-vous enchaîné ?» La question était brutale. Elle touchait au cœur de l'existence d'Émile. Émile prit une longue inspiration. Il savait qu'il ne pouvait pas répondre comme un esclave. Il devait répondre comme un philosophe, tout en gardant sa place. « Maître Charles » dit Émile, sa voix toujours basse, mais avec une résonance inattendue. Un homme est enchaîné par le corps, par la loi, par la propriété, mais l'esprit est libre même dans les fers. Ma liberté n'est pas celle de marcher dans la rue, ma liberté est de comprendre pourquoi je ne peux pas y marcher, et de savoir que ceux qui m'enferment sont eux-mêmes prisonniers de leur propre ignorance. Il y eut un long silence. Charles était stupéfait. Ce n'était pas la réponse d'un domestique. C'était l'essence même des « lumières » prononcées par l'homme le plus opprimé de la maison. Charles réalisa soudain l'immensité du danger. Si cet homme était découvert, il serait détruit. Mais si cet homme continuait, lui et ses frères deviendraient les hommes éclairés que leur père désirait. « Émile, » dit Charles, sa voix maintenant un chuchotement de complicité. « Je ne dirai rien. » Émile ne bougea pas. Il attendait le reste. « Mais, » continua Charles, un sourire fin aux lèvres, « vous devez continuer. Nous avons besoin de ces leçons. Nous avons besoin de cette folie. » Émile comprit. Il venait de gagner un allié involontaire, un complice qui, par pur intérêt personnel, allait protéger son secret. Charles était devenu le premier élève à reconnaître son maître sans jamais le nommer publiquement. « Maître Charles, » dit Émile, s'inclinant profondément, « je continuerai de faire mon travail, comme toujours. » « Non, Émile, » corrigea Charles doucement. « Vous continuerez de faire votre travail, et je ferai le mien, m'assurer que Maître Dubois prenne le crédit pour tout. » Charles se retira alors, laissant Émile seul avec sa lanterne. Émile resta immobile un long moment. Le danger était passé, transformé en une alliance fragile. Il avait maintenant un protecteur, mais aussi un observateur permanent. Il ne pouvait plus se permettre la moindre erreur. La surveillance de Charles était plus dangereuse que la colère de Valois. Le lendemain, les leçons reprirent, mais avec une différence. Émile ne travaillait plus seul. Charles, sans jamais parler à Émile de leur rencontre, devint son nettoyeur de traces involontaires. Si Auguste laissait une note sur les tactiques militaires, Charles s'assurait de la brûler dans la cheminée. Si Félix laissait un calcul de probabilité sur une nappe, Charles s'arrangeait pour renverser de l'eau dessus. L'enseignement d'Émile devint encore plus subtil, se concentrant sur les concepts plutôt que sur les faits. Il voulait que les frères développent l'esprit critique, la capacité de penser par eux-mêmes, car cela, personne ne pouvait le leur voler. Il introduisit la logique et la philosophie morale par des disputes de domestiques. Un jour, dans la cuisine,
deux servantes se disputaient bruyamment pour savoir qui devait faire la vaisselle. Émile laissa la dispute s'envenimer juste assez longtemps pour que Louis, qui passait par là, entende. Louis, le mondain, était scandalisé par ce désordre. Le soir même, Émile laissa un petit papier dans le livre de Louis, non pas écrit par lui, mais découpé dans un vieux journal pour masquer l'écriture. Le message disait « La dispute pour la vaisselle n'est pas une question de saleté, mais de justice. Qui mérite la charge ? Cherche Aristote et la justice commutative. » Louis, horrifié par l'idée d'appliquer la philosophie à la vaisselle, fut néanmoins intrigué. Il se mit à lire des concepts de justice, non pas pour la politique, mais pour pouvoir régler les disputes de ses propres domestiques avec une autorité intellectuelle. C'est ainsi qu'Émile, soutenu par la complicité silencieuse de Charles, commença à forger les 5 esprits. Ils n'étaient plus seulement des hommes de fortune, ils commençaient à devenir des hommes de raison. Mais le temps pressait. La fin de l'année approchait et avec elle la date butoir fixée par M. de Valois pour juger du succès de Maître Dubois. Valois avait prévu un grand événement pour tester ses fils devant toute l'élite lyonnaise. Un débat public sur les affaires de l'État. Si les fils réussissaient, Dubois était sauvé et Émile restait en sécurité. S'ils échouaient, Dubois était renvoyé. Et un nouveau précepteur, peut-être plus rigoureux et plus attentif, arriverait. Ce nouveau précepteur pourrait découvrir le réseau de leçons secrètes d'Émile en quelques jours. Émile devait préparer les frères pour le plus grand examen de leur vie, et cela sans jamais leur donner de cours formels. Il fallait que le savoir sorte d'eux, comme s'il avait toujours été là. Il se concentra sur la rhétorique et l'art de l'argumentation, en utilisant les seuls objets qu'il était autorisé à manier, les cartes, les bougies et le vin. Il se mit à organiser les bougies sur les tables de la salle à manger selon des figures géométriques complexes, et quand Félix ou Louis demandaient ce que cela signifiait, il répondait « Je ne fais que disposer les lumières, maître. Mais si vous regardez bien, la lumière la plus forte est toujours celle qui est la mieux soutenue par les autres. » Une leçon sur l'art de l'argumentation, déguisée en décoration. La date fatidique du débat approchait. La maison Valois bourdonnait d'une nervosité inhabituelle. Maître Dubois, sentant la catastrophe venir, passait ses journées à boire et à donner des conseils inutiles aux jeunes hommes. Émile, lui, était partout. Il était l'ombre qui préparait la scène pour le grand spectacle de ses élèves. Il était l'esclave qui allait juger ses maîtres. Le véritable test n'était pas seulement de savoir s'ils avaient appris l'histoire ou la philosophie, mais s'ils avaient absorbé l'idée fondamentale que la liberté de l'esprit est la seule vraie richesse. Et cela, mes amis, c'était le cadeau secret d'Émile. Le jour du débat, le salon de l'hôtel de Valois était rempli. Les plus grands négociants, les barons et même quelques membres de l'Académie étaient là pour juger les héritiers. Monsieur de Valois était gonflé d'orgueil, prêt à jouir de la gloire ou à subir l'humiliation. Émile était posté près de la porte, son rôle étant de servir le vin et de rester invisible. Il voyait le visage pâle de Dubois et la nervosité des 5 frères. Le sujet du débat fut lancé par un académicien. Discuter des avantages et des inconvénients de la centralisation du pouvoir royal sur le commerce lyonnais. Un sujet lourd, complexe, nécessitant de l'histoire, de l'économie et de la rhétorique. Auguste se leva le premier. Il ne parla pas de chevaux. Il parla de la manière dont la centralisation, comme un harnais trop serré, pouvait entraver le mouvement du corps social, citant, à la surprise générale, des exemples tirés de l'histoire militaire sur la nécessité de déléguer l'autorité au lieutenant. Puis Félix, le joueur, intervint, parlant des risques et des bénéfices, expliquant que le commerce est un pari et que les lois doivent être claires, comme les règles d'un jeu, pour que tous puissent jouer honnêtement. Louis Tuzy parla de l'importance de l'étiquette diplomatique pour ouvrir les marchés étrangers. Henri, le glouton, parla de la logistique des transports et des greniers, expliquant que sans nourriture, le pouvoir s'effondre.
et enfin, Charles. Charles se leva, regarda son père, puis regarda brièvement Émile, juste un instant, un regard de reconnaissance secrète. Charles parla de la nécessité pour les marchands d'être non seulement riches, mais éclairés. Il parla des cartes de Ptolémée et de la nécessité de la connaissance pour naviguer dans le monde. Il conclut en disant que le pouvoir centralisé n'est légitime que s'il est au service de la raison et de la justice, des concepts que même le plus humble des hommes peut comprendre. La salle était silencieuse, les académiciens étaient stupéfaits. Ces jeunes hommes, réputés pour leur ignorance, venaient de livrer une performance de philosophie politique et économique digne des meilleurs étudiants de Paris. Monsieur de Valois se leva, le visage rouge de fierté, incapable de contenir son émotion. « Magnifique !» cria Valois. « Regardez ces esprits, c'est le triomphe de l'éducation. » Il se tourna vers Maître Dubois, qui était en sueur et tremblant, mais dont la fortune venait d'être miraculeusement restaurée. « Dubois, vous êtes un génie, votre méthode socratique est révolutionnaire, vous avez sauvé mon nom et mon héritage. » Dubois, qui n'avait rien fait, accepta les louanges avec une humilité forcée, essayant de ne pas croiser le regard de ses élèves. Émile, lui, servait le cognac. Il avait gagné. Les fils étaient éduqués, le maître était satisfait, et son secret était sauf. Mais le destin, mes amis, a toujours un dernier tour à jouer. Juste au moment où Émile passait derrière le baron de Saint-Florent, l'académicien qui avait humilié Valois quelques mois plus tôt, le baron arrêta Émile d'un geste de la main. « Mon ami, » dit le baron qui avait écouté attentivement le débat, « vous avez entendu ces jeunes, j'en parlais d'Aristote, de Ptolémée, de la justice. Dites-moi, vous qui servez ici tous les jours, quel est, selon vous, le fondement le plus solide pour un gouvernement? Est-ce la richesse ou la loi ?» C'était une question piège. Le baron ne s'adressait pas à Émile pour obtenir une réponse. Il s'adressait à lui pour montrer qu'il pouvait parler à n'importe qui, même à un esclave, dans le confort de sa supériorité. La salle se tut. Valois regarda le baron, puis Émile, avec un air de menace silencieuse. Un esclave ne devait pas répondre à un académicien. Émile s'immobilisa, le plateau de cognac dans ses mains. Il était piégé. S'il répondait avec l'intelligence qu'il possédait, il se condamnait. S'il restait muet, le baron le jugerait stupide, et le moment serait oublié. Mais Émile avait une autre option. Il pouvait répondre sans répondre. Il s'inclina profondément. Puis, avec la même voix basse et tremblante qu'il avait utilisée avec Charles, il prononça une seule phrase, une phrase qui n'était pas de lui, mais qui résumait toute la leçon qu'il avait donnée à ses maîtres. « Monsieur le baron, je ne saurais dire, mais comme le dit l'Évangile, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » Le baron de Saint-Florent fronça les sourcils. La citation était biblique, mais l'application était purement politique. Elle impliquait que le gouvernement ne pouvait pas servir à la fois la richesse et la loi sans se déchirer. Le baron sourit, un sourire d'admiration, une professionnelle. Une réponse pleine d'esprit, dit le baron se tournant vers Valois. Il semble, monsieur de Valois, que même vos domestiques aient de la profondeur. Valois, soulagé qu'Émile ait utilisé une simple référence religieuse au lieu de la philosophie grecque, ne vit pas le danger. Il vit juste un compliment. « Oui, oui !» dit Valois en riant nerveusement. « On entend beaucoup de choses dans cette maison. » Émile s'éloigna, le cœur battant à tout rompre. Il avait échappé à la découverte une fois de plus. Mais en citant l'Évangile, il avait envoyé un message final à ses élèves. Ils devaient choisir leur maître entre l'argent et la connaissance. Le succès était total. Le secret était intact, du moins pour l'instant. Car l'histoire, mes amis, ne s'arrête jamais à un simple succès. L'éducation d'un esclave avait sauvé l'honneur d'un maître, mais elle allait bientôt mettre en péril l'ordre entier de la maison. Et c'est là, je vous le dis, que l'aventure devient vraiment périlleuse. Le succès, mes amis, est une bête féroce. Quand il arrive, il dévore tout, y compris la prudence.
La victoire des 5 fils de Valois fut éclatante. Les murmures dans le salon n'étaient plus ceux du jugement, mais ceux de l'admiration. Le baron de Saint-Florent lui-même avait tapé sur l'épaule de Valois en lui disant « Vos fils sont prêts, monsieur, ils comprennent l'âme de notre époque ». Valois, ivre de fierté, ne regardait plus ses fils comme des idiots, mais comme des prolongements de sa propre gloire. Il fit servir le meilleur champagne, et dans un élan de générosité, il doubla le salaire de maître Dubois. Dubois, qui n'avait fait qu'assister à cette mascarade, était maintenant riche. Mais il tremblait comme une feuille. La pression était devenue insoutenable. Valois attendrait désormais des miracles quotidiens. Et Dubois savait que le puits de connaissances qui alimentait ses élèves n'était pas le sien. Pendant que Valois célébrait, Dubois sombra dans une paranoïa glaciale. Il ne pouvait pas tolérer que la source de son succès soit un esclave. Il lui fallait trouver la preuve, non pas pour la gloire, mais pour sa survie. S'il pouvait accuser Émile d'avoir tenté de subvertir les jeunes maîtres, il pourrait se présenter comme le sauveur, celui qui a démasqué l'ennemi caché. Il commença à espionner. Il remarqua que les fils, même après le débat, continuaient de lire, de se disputer avec des arguments et de poser des questions étranges. Mais il remarqua surtout le comportement de Charles. Charles était devenu l'ombre d'Émile. Il le suivait du regard, non pour le surveiller, mais pour le protéger. Un soir, Dubois se cacha dans le couloir près de la chambre de Félix. Il savait que Félix, en joueur invétéré, avait du mal à se séparer de ses notes. Émile venait de passer, laissant derrière lui une atmosphère d'ordre et de cire fraîche. Dubois entra dans la chambre, le cœur battant. Il fouilla la table de Félix, cherchant un livre de philosophie. Il ne trouva rien d'évident. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il vit glisser sous le tapis près de la cheminée un petit morceau de papier. Ce n'était pas une énigme, mais une formule complexe, écrite avec des symboles mathématiques et des lettres grecques expliquant la loi des grands nombres. Cette fois, la preuve était accablante. Un esclave ne pouvait pas écrire cela. Dubois lui-même ne comprenait pas ces symboles. Il toucha l'encre. Elle était presque sèche. Il n'y avait qu'une personne qui avait eu le temps de la laisser, Émile. Plein d'une rage mêlée de terreur, Dubois se précipita dans le bureau de Valois. Il était tard, mais Valois était encore là, comptant ses bénéfices et rejouant mentalement les compliments qu'il avait reçus sur ses fils. « Monsieur de Valois !» haleta Dubois, le visage déformé par la peur et la jalousie. « J'ai une chose horrible à vous révéler. » Valois leva les yeux, agacé. « Quoi donc, Dubois? Ne venez pas gâcher ma joie avec vos lamentations habituelles. » Dubois jeta le papier sur le bureau, les symboles grecs faisant tache sur le bois poli. « Regardez ça, monsieur. Ceci n'est pas de moi. Ce n'est pas de vos fils. C'est une preuve de subversion. » Valois prit le papier. Il fronça les sourcils. Il ne comprenait pas les formules, mais il voyait la finesse de l'écriture, la précision diabolique. C'était l'écriture d'un érudit, pas d'un de ses fils. « Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ?» demanda Valois, sa voix se faisant grave. « C'est l'œuvre d'un traître !» cria Dubois, pointant la porte. « C'est l'esclave, c'est Émile, il nous enseigne en secret. Il a transformé vos fils en érudits pour se venger de vous. Il est le véritable maître de cette maison. » Le mot « esclave » et le mot « maître » dans la même phrase firent l'effet d'une explosion dans l'esprit de Valois. L'humiliation fut immédiate et totale. Il avait été dupé, non par un rival, mais par son propre bien. La fierté qu'il avait gonflée quelques heures plus tôt se transforma en une fureur volcanique. « Faites-le venir » hurla Valois. « Qu'on l'enferme, qu'on l'attache. Je vais lui faire payer cette insolence. » La maison s'éveilla. Les cris de Valois réveillèrent les fils. Ils se précipitèrent dans le bureau, encore en chemise de nuit, pour comprendre ce tumulte. Ils trouvèrent leur père debout, le visage écarlate, tenant la note d'Émile comme une arme. Dubois se tenait derrière lui, triomphant et tremblant. « Regardez mes fils !»
tonna Valois, montrant le papier. « Voici le secret de votre succès. Vous avez été enseigné par un esclave, par un meuble. Il s'est moqué de moi, il s'est moqué de vous. » Les frères regardèrent le papier, puis Dubois, puis leur père. Ils comprirent immédiatement. Valois envoya un domestique chercher Émile. Quand Émile arriva, il était calme, digne, comme s'il s'attendait à cet instant depuis le début de son voyage. Il se tenait devant son maître, le dos droit. « Alors, Émile, » siffla Valois, le visage à quelques centimètres de celui de l'esclave. « Est-ce vrai? Avez-vous écrit cela? Avez-vous osé vous prendre pour un précepteur ?» Émile se baissa. « Maître, je... » C'est alors que Charles, le plus subtil des cinq, intervint. « Père, attendez !» Valois se retourna, stupéfait par l'interruption. « Attendre quoi, Charles? Cet homme nous a insultés. Il a volé l'honneur de la maison. »« Non, père, » dit Charles, s'avançant. « Il ne l'a pas volé. Il nous l'a donné. » Les autres frères hochèrent la tête. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Valois était déconcerté par l'unité de ses fils. Charles prit une profonde inspiration. Il se souvenait de la question d'Émile dans la bibliothèque. « La connaissance est-elle la liberté ?»« Père, vous nous avez donné maître Dubois, » commença Charles, la voix claire et mesurée. « Vous avez payé pour la connaissance, mais Dubois nous a donné le sommeil. Émile, lui, nous a donné le savoir. » Auguste l'aîné intervint, utilisant la rhétorique qu'Émile lui avait apprise. « Père, vous nous avez dit que l'honneur d'un homme dépend de sa capacité à diriger. Comment dirigerons-nous si nous sommes ignorants? Émile nous a donné les outils pour être les héritiers que vous vouliez. Détruire Émile, c'est détruire l'éducation que vous avez tant désirée pour nous. » Félix, qui se souvenait de Démocrite et de la justice, ajouta « La loi est la loi, père. Mais la justice, c'est de reconnaître la vérité. Et la vérité, c'est que c'est Émile qui nous a préparés pour le débat. Il a fait le travail pour lequel nous payions Dubois. » Valois regardait ses fils, bouche bée. Ils ne le défiaient pas avec la colère de la jeunesse, mais avec la logique froide et implacable de l'argumentation. Ils utilisaient les lumières pour défendre l'homme qui les avait éclairés. Valois se tourna vers Dubois, qui essayait de se faire petit. « Alors, Dubois, » dit Valois, sa rage se transformant en un dégoût amer. « Vous avez pris mon argent, vous n'avez rien fait, et quand le vrai travail a été accompli par d'autres, vous venez dénoncer le travailleur ?» Dubois comprit que la roue avait tourné. Son accusation, au lieu de le sauver, le condamnait. « Mais monsieur, » balbutia Dubois, « il reste un esclave, c'est illégal. » « L'éducation est illégale pour un esclave, » répondit Charles, les yeux fixés sur son père. « Mais l'ignorance est une honte pour un maître. Père, nous ne pouvons pas détruire l'homme qui nous a donné notre honneur. » Valois regarda Émile. Il voyait l'intelligence dans les yeux de cet homme, une intelligence qu'il ne pouvait plus ignorer. Il voyait aussi la fierté et la détermination de ses 5 fils. S'il punissait Émile, il perdait leur respect et, plus important encore, il perdait la source de leur capacité à maintenir sa fortune. Le négociant en soierie fit un choix, non pas par bonté, mais par pragmatisme et orgueil. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir des fils éduqués grâce à Émile, puis de faire fouetter Émile pour cette même éducation. Valois s'assit lourdement sur son fauteuil. Il prit une longue minute de silence, le temps que la fureur s'éteigne et que la raison des affaires, revienne. « Dubois, » dit Valois, sa voix maintenant un murmure de déception, « vous êtes renvoyé. Votre méthode socratique était un mensonge et votre loyauté est une farce. Sortez de ma maison, immédiatement. » Dubois, défait, sortit sans un mot, laissant derrière lui les restes de sa carrière. Valois se tourna vers Émile. « Émile, » dit Valois, « vous avez fait de mes fils des hommes. Vous avez donné à ma lignée ce que je n'ai jamais pu acheter, l'esprit. » Il fit une pause. « La loi, ici à Lyon, dit que vous êtes ma propriété, mais la raison que vous avez enseignée à mes fils me dit autre chose.
Il se leva, prit un document vierge et un stylo sur son bureau, et commença à écrire. Les frères regardaient, le souffle coupé. Valois écrivit rapidement, puis posa le stylo. Il prit le document et le tendit à Émile. « Voici votre prix, Émile. C'est votre affranchissement. Vous êtes libre. » Émile prit le papier dans ses mains. Il ne tremblait pas. Il regarda le document, le sceau de Valois, les mots qui lui rendaient son humanité. Après des années d'ombre, il était enfin un homme libre. Mais, ajouta Valois, un avertissement dans la voix, si jamais vous révélez à quiconque à Lyon la vérité sur l'éducation de mes fils, si jamais vous gâchez la réputation de maître Dubois, qui est désormais mon bouc émissaire, je vous retrouverai. Vous êtes libre, mais votre secret reste ma propriété. C'était un marché. Émile pouvait avoir sa liberté à condition de maintenir la fiction que les fils de Valois avaient été éduqués par le système et non par l'esclave. Émile s'inclina profondément, le papier d'affranchissement serré contre sa poitrine. « Monsieur de Valois, dit Émile, sa voix redevenue celle d'un homme, le silence est le prix de la paix. Et je suis un homme de paix. » Quelques jours plus tard, Émile quitta l'hôtel de Valois. Il laissa derrière lui sa livrée, sa lanterne et le réseau invisible de leçons qu'il avait tissé. Il quitta Lyon, cette ville de soie et d'hypocrisie, et partit vers le sud, vers des terres où un homme libre, même avec la peau sombre, pouvait espérer trouver un nouveau chemin. Et les fils de Valois, ils devinrent, comme leur père l'avait souhaité, des hommes d'affaires brillants, mais avec une différence cruciale. Ils géraient leur fortune non seulement avec avidité, mais avec éthique, se souvenant des leçons sur la justice, l'économie et la loyauté que leur avait donné l'esclave. Charles, en particulier, devint un mécène discret. Il finança l'achat de livres pour les petites écoles et, dit-on, il envoya chaque année une somme d'argent sous un nom d'emprunt à un certain philosophe itinérant dans le Midi, qui signait ses lettres d'un simple « E ». Monsieur de Valois mourut des années plus tard, fier de ses héritiers et convaincu qu'il avait toujours su qu'ils avaient de l'esprit. Il ne se douta jamais que le véritable héritage de sa maison n'était pas la soie ou l'or, mais la connaissance, et que cette connaissance lui avait été offerte par l'homme qu'il considérait comme la dernière de ses possessions. Et c'est ainsi, mes amis, que l'esclave Émile, sans jamais avoir eu le droit d'ouvrir la bouche, en public, réussit à enseigner 5 maîtres, à sauver l'honneur d'une famille et à acheter sa propre liberté, prouvant à jamais que la véritable prison n'est pas faite de chaînes, mais du manque d'idées. Car même dans l'ombre de la servitude, la lumière de l'esprit, elle, ne s'éteint jamais. Et c'est le plus beau des contes de Lyon, n'est-ce pas ?